Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous des nouveaux territoires. On est sur le stand de l'AMF, l'Association des maires de France et président d'intercommunalité AMF TV qui vous propose tout au long de la journée des programmes, des débats pour analyser évidemment les défis auxquels nos communes sont confrontées, les solutions, beaucoup de solutions présentées dans nos émissions, les solutions mises en place par les citoyens et par les élus. Aujourd'hui on parle de cohésion sociale des territoires grâce à la culture et au sport. Et je vous présente tout de suite mes invités. Mylène Agnelli, bonjour, bienvenue. Vous êtes maire d'Isola dans les Alpes-Maritimes et directrice d'école de l'école primaire de votre commune. Vous êtes la directrice d'école de la commune. David Lazarus, bonjour, bienvenue. Vous êtes maire de Chambly dans l'Oise et co-président de la commission sport de l'AMF. Olivier Peverelli, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le maire du Teil en Ardèche et Jean-Pierre Inclerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la Fédération française de basketball. On va peut-être commencer par le contexte général et forcément parler de budget, les choses qui fâchent pour démarrer. Forte contrainte budgétaire, tour de vis prévu de 4,6 milliards d'euros pour les collectivités. C'est dans le projet de loi de finances. Il y a le Sénat qui prévoit de batailler pour réduire la facture. Question assez générale, pour vous, ça serait quoi les conséquences d'un tel tour de vis? Est-ce qu'il y en a à la dimension d'une commune comme Isola ou pas forcément? Alors, il y en a moins à la dimension d'une commune comme Isola que pour d'autres plus grandes communes. Mais c'est répercuté sur les métropoles et sur les EPIC, enfin sur toutes les collectivités qui, elles, vont être prélevées lourdement. Et donc derrière, sur les subventions accordées aux communes. Alors, ensuite, c'est compliqué pour nous de monter un budget dans un contexte aussi incertain. Oui. Donc évidemment, on est soumis et très attentif aux discussions qui sont menées actuellement. Bon, merci d'être là malgré l'extinction de voix, c'est vraiment sympa. David Lazarus, bon, je le dis, hein, les sénateurs ils vont être à la bagarre, ils l'ont annoncé, ils veulent diviser par deux à peu près le tour de vis annoncé par le gouvernement. Là, on parle culture, on parle sport. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mylène Agnelli, vous avez un instant, on ne sait même pas quel budget on peut prévoir. C'est un peu ça, ce que dans la situation dans laquelle vous êtes? Oui, aujourd'hui, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va être passé à la moulinette des recettes et des dépenses et que nous allons devoir chercher à faire des économies. Et malheureusement, les finances ne permettent pas d'assumer toutes les politiques. Je pense en particulier au sport, où dans le sport, on est le premier financeur du sport, les collectivités territoriales, les communes en particulier. Et donc, il y a un risque fort pour nos clubs, pour nos pratiquants, pour nos habitants. Ouais. Est-ce que c'est vrai aussi dans le domaine culturel, Olivier Peverelli, par exemple? Est-ce qu'il y a des conséquences à prévoir de ce tour de vis budgétaire, par exemple, dans ce que vous faites en matière culturelle dans votre commune? Oui, bien sûr, il va y avoir des conséquences importantes, puisque nous sommes, nous aussi, les communes, le premier financeur de l'action culturelle. Oui. Après, nous sommes quasiment au niveau de l'État, hein, donc plus de 9 milliards d'euros. Nous avons quand même subi une baisse de plus de 7 milliards de nos dotations, tout confondu l'année dernière. Et pour autant, nous avons, pour la culture, maintenu, tant que faire se peut, une stagnation, voire une petite baisse de 1%. Mais nous allons maintenant, malheureusement, devoir rentrer dans le dur avec des baisses conséquentes de subventions, ce qui veut dire que ça va fragiliser complètement le tissu culturel, puisqu'on sait que le monde culturel reste très fragile. Oui, effectivement, on rentrera dans le détail, évidemment, de ce que vous faites les uns, les unes et les autres en matière sportive et en matière culturelle. Jean-Pierre Inclerc, est-ce que vous avez le sentiment que dans un contexte comme celui-là, le sport a souvent, et puis après on se demandera si ça a changé après les Jeux Olympiques, mais a souvent été la variable d'ajustement? C'est-à-dire quand il faut tailler dans un budget, souvent le sport n'est pas la priorité. Oui, effectivement, c'est le sentiment que l'on a, mais c'est aussi la réalité quand même quand on le regarde au niveau de l'État. Et je dirais que la chute est encore plus dure post-olympique, où en fait les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont apporté beaucoup d'espoir, beaucoup d'animation pour que la France devienne sportive. Et l'héritage des Jeux, je dirais que globalement, on l'attend et on se pose des questions. Donc c'est vraiment on se bat, les fédérations se battent, le comité olympique sportif se bat, accompagné par les collectivités, pour justement que le sport ne soit pas un ajustement pour permettre, parce qu'en fait,
c'est une ligne budgétaire qui est importante, mais qui pèse pas très lourd quand même dans le budget global. Oui. Voilà, et je crois que c'est pas là, à ce niveau-là, qu'on peut trouver des solutions, en sachant qu'il y a un chiffre qui est important dans les statistiques, c'est que, et je ne suis pas sûr que tout le monde, au niveau de l'État, fasse attention, c'est qu'1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économie pour l'État à côté, à travers l'assurance sociale, à travers tout ce qui est santé, tout ce qui est évolution. Oui, c'est de l'argent qu'on ne dépensera pas plus tard. Voilà, exactement. Et effectivement. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de thématiques à aborder là, dans cette partie constat de notre débat. On va parler par exemple du bénévolat, de la difficulté ou pas d'ailleurs d'en trouver, de la diversité des territoires entre un territoire rural ou un territoire urbain. Mais comme vous parliez des Jeux Olympiques, je voudrais qu'on reste là-dessus. Est-ce que, et je me tourne vers vous parce qu'il y a une autre perspective de Jeux Olympiques, c'est quand même une bonne nouvelle dans les Alpes françaises. Est-ce que vous en sentez déjà un peu l'effet ou est-ce que c'est trop tôt? Non, on en sent déjà l'effet dans les stations de montagne et en particulier à Isola parce qu'on a une vraie histoire avec les Jeux Olympiques d'hiver. On a 2 médaillés olympiques en snowboard cross, donc c'est vrai qu'on a une histoire particulière et toutes les Alpes frissonnent déjà à l'idée d'accueillir les Jeux Olympiques 2030. Qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'il y a c'est déjà une région avec pas mal d'infrastructures, mais souvent on dit que les Jeux Olympiques, ça peut être un accélérateur en termes de développement d'infrastructures. Est-ce que c'est une réalité, ça, pour vous? Oui, et l'idée, c'est que ce soit des structures qui durent et qui restent, que ce soit des jeux durables et que ce soit pas du one-shot, comme on dit, et des équipements qui soient construits pour une seule fois, Ouais. mais qu'au contraire, ils soient utilisables ensuite pour nos enfants, pour les associations et pour les clubs. Donc c'est vraiment l'idée de ces Jeux Olympiques 2030. Alors pour l'instant, c'est le début, mais dans toutes les Alpes, l'idée, c'est que ça serve vraiment à toutes les stations, que l'on soit terre d'accueil pour des épreuves ou pas. Ouais. Alors je voudrais qu'on parle du bénévolat et je me tourne vers vous, David Lazarus, comme coprésident de la commission sport de l'AMF, parce qu'il faut peut-être rappeler une réalité. Beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent doivent la connaître, mais sans bénévoles, il y a tout le tissu sportif français serait en péril. Oui, alors on a un modèle en France qui fait qu'on repose sur le club, qui est vraiment la première cellule du sport français. Et le club, localement, est porté quasi exclusivement par des bénévoles. Ce sont des présidents bénévoles, ce sont certains entraîneurs bénévoles. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a des exigences en termes de qualification des entraîneurs et des coachs. Et donc aujourd'hui, parfois, ils sont rémunérés en partie. Mais tout le restant fonctionne exclusivement sur le bénévolat. Et est-ce que, parce que la France est plutôt un pays de bénévoles, et grâce à ça, on a un tissu associatif qui est très efficace, est-ce que ce bénévolat, il est en train de faiblir? Quel constat on peut en faire? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça continue? Non, post-Covid, on a eu de vraies inquiétudes parce qu'on a senti une baisse du bénévolat pour plein de raisons, hein, et malheureusement parce que beaucoup de bénévoles étaient assez âgés et ont eu peur de retourner sur le terrain. J'ai le sentiment, moi, qu'on a une nouvelle génération qui est en train de prendre ses marques. Et moi, dans ma commune, j'ai de plus en plus de clubs dans lesquels ce sont des présidents jeunes qui sont en train de remplacer la vieille équipe. Donc moi, je ne désespère pas. Bon, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Jean-Pierre Inclerc, c'est vrai que quand on parle basket, on va voir les équipes de France en tête, les médailles olympiques, Wembanyama en tête de gondole. Mais en fait, vous, la Fédération française de basketball, qu'est-ce que vous devenez sans bénévoles? Sans bénévoles, c'est très dur à vivre. Nos 3890 clubs répartis sur le territoire, comme le disait David Lazarus, fonctionnent à 80% ou à 85% grâce aux bénévoles. Donc, ils sont toujours aussi nombreux? Oui, alors on en manque. Mais je confirme ce que disait David Lazarus, c'est que ce qui est intéressant et important, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes qui s'investissent, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, et qui s'investissent dans des clubs. On voit des présidents de clubs qui ont 25 ans, 30 ans, avec des équipes de 30 ans de moyenne d'âge autour de lui. Et c'est des... Alors, le bénévole aujourd'hui ne travaille pas de la même manière, si je peux employer le terme de travailler, qu'il y a une quinzaine d'années. Ce qu'on faisait avec 10 bénévoles, aujourd'hui, il en faut une vingtaine, une trentaine, parce que la société fait que les gens n'ont plus envie de s'investir à temps plein. Et donc, il faut avoir des dirigeants qui soient des managers pour qu'ils puissent utiliser un bénévole une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et puis un autre une fois tous les 15 jours. Comme je le dis souvent dans les clubs, il faut être bon gestionnaire de planning, si je comprends bien. Exactement, il faut faire du RH. Parce que, comme je le dis quand je vais dans les clubs, le bénévole qui est arrivé le vendredi soir dans le club et qui est reparti le dimanche soir, ça par contre, c'est en voie de disparition. Ouais. On parle de cohésion sociale avec une dimension générationnelle que vous avez commencé à aborder. Je veux bien vous entendre là-dessus, Olivier Péverelli, c'est-à-dire que
dans le sport, mais peut-être aussi dans la culture. Est-ce qu'il y a un brassage de générations dans les lieux où ça se déroule, dans les associations qui portent les projets? D'abord, ce qui est important de dire aussi, c'est que les communes contractualisent avec les associations, et il y a 87% des communes qui ont une relation contractuelle avec les associations dans le monde culturel. D'accord. Donc c'est les principaux partenaires des collectivités, ce sont les associations. Donc associations bénévoles. Donc effectivement, le brassage existe à travers les différentes formes artistiques. On a des seniors, des plus jeunes, des middle âge. On retrouve à peu près, toute la représentation de la population dans nos associations culturelles aussi. Et c'est aussi ce qui fait la cohésion sociale. Parce que ces bénévoles, qu'ils soient bénévoles auprès d'un centre dramatique national qui est très capé professionnellement, mais ils ont tous besoin de bénévoles. Et il y a des bénévoles à l'entrée du théâtre ou à la confection des repas, au catering, à toutes ces phases d'un spectacle ou d'une activité culturelle. Donc le lien entre les deux est très très fort. On parle des leviers qui sont à la disposition des collectivités pour faire progresser cette cohésion sociale grâce à la culture, grâce au sport. Je veux bien qu'on parle de culture. Alors là, je vais m'appuyer sur votre expérience de directrice d'école. Ça représente, vous réussissez à instiller de la culture un peu partout dans les programmes, dans les classes? Oui, et pour dire juste un mot sur les bénévoles, c'est souvent une histoire de famille. Oui. Et c'est effectivement de la cohésion parce que au départ, c'était peut-être les grands-parents qui étaient bénévoles. Les enfants sont devenus bénévoles et les petits-enfants sont aussi bénévoles, autant dans les clubs sportifs que dans les associations de culture. Et ça emmène à la question sur les enfants. Et autant le sport que la culture, nous, notre première entrée, ce sont les enfants de la commune, les élèves de la commune. Et on leur permet de réaliser de nombreuses activités sportives, mais aussi soit de déplacer la culture jusqu'à eux, soit de les emmener dans des lieux de culture. Et on peut le faire avec les enfants des écoles et on peut le faire aussi à travers plusieurs générations, à travers les actions du CCAS, oui. Le Centre d'action sociale, et donc en liant les deux générations qui peuvent se déplacer ensemble pour aller visiter des musées, et ça marche très très bien. Je ne vous ai pas posé de questions sur la culture, mais vous êtes maire de Chambly, donc forcément il y a de la culture à Chambly, David Lazarus. Et surtout, comment vous parlez du rôle de l'offre culturelle? Qu'est-ce que ça représente pour vos concitoyens et pour aboutir à cet objectif de cohésion sociale dont on parle aujourd'hui? À Chambly, moi j'ai souhaité que la première dépense budgétaire, ça soit l'enfance, la petite enfance, la réussite éducative. Et pour réussir cela, je me suis appuyé sur deux jambes, une sportive et l'autre culturelle. Les deux. Je fais les deux parce qu'on apporte aux deux. Dans ma crèche, j'ai à la fois le développement par un professeur de judo pour tout ce qui est la mobilité, et j'ai en résidence un artiste qui fait des spectacles pour la crèche. Oui. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Moi j'ai une salle de spectacle que j'ai construite de 400 places avec une programmation culturelle de haut niveau. Même une petite commune de 10 000 habitants, lorsqu'on a de la volonté, on peut réussir. Ouais. Mais est-ce que, parce qu'il y a de nouveaux usages quand même culturels, c'est vrai que on consomme beaucoup de culture sur nos écrans. Hein. Voilà, on va regarder des films plus ou moins courts, des clips, du sport aussi. Est-ce que ça nuit pas à la cohésion sociale? Je vous pose la même question. Vous pouvez vous préparer. Je vais poser la même question aux trois maires. David Lazarus, pour commencer. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut faire le pari de l'intelligence et donc ne pas s'arrêter parce que les réseaux sociaux, les téléphones viendraient nous priver. Oui. La culture, l'offre culturelle que nous, on a dans nos communes, elle n'est pas réductible à un simple écran. On peut regarder un écran et quand même venir voir un spectacle dans la salle de la commune. Quoi. Exactement. Et pour être sûr que ça fonctionne, moi, mes spectacles sont donnés systématiquement pour les collèges, les lycées et les écoles. Donc je suis sûr d'avoir un public captif grâce à ça. Votre avis là-dessus, Olivier Péverly?
Mais je pense qu'il faut se servir de ces nouveaux médias. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant, à travers le net, il y a énormément de groupes qui s'installent et qui se font. Sans pour autant habiter les uns à côté des autres. Oui. Ils sont à quelques centaines de kilomètres. Ils travaillent ensemble. On répète à distance. Exactement. Avant de se rencontrer pour de bon. Quoi. Voilà. Oui. Mais s'il n'y avait pas ces répétitions à distance, il n'y aurait jamais le concert au bout. Oui. Donc ça peut être, il faut le renverser, il faut s'en servir comme un atout, parce que si on prend l'exemple aussi du cinéma, on voit bien que les entrées dans les salles de cinéma restent quand même à un bon niveau, parce que c'est aussi un moment collectif. Et je crois que ces moments collectifs dans la culture, donc de regarder ensemble, d'être ensemble, il y a des émotions qui passent, qui ne passent pas quand on est devant son écran. Donc il y a un plus. Et ce plus-là ne disparaîtra jamais. Et je pense qu'il faut au contraire utiliser ces nouveaux systèmes de communication pour amener les gens, pour amener la population à la culture. On le voit bien, j'ai un exemple qui est flagrant. Maintenant, dans toutes les médiathèques, on retrouve un espace jeux vidéo. Oui. Voilà. Ils viennent à la médiathèque, ces jeunes. Et une fois qu'ils sont à la médiathèque, on peut leur proposer une offre qui dérive un peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais ils sont rentrés dans la médiathèque. Bien sûr, le jeu vidéo, les jeux vidéo, ce sont des produits culturels, évidemment. Quelle place prend la culture dans une commune comme Isola? Parce qu'on pense Isola 2000, le ski, le sport. Mais il y a peut-être de la culture aussi. Oui, bien sûr. Il y a le sport, évidemment, mais il y a aussi la culture. Et on parlait des musées. Les écrans, ça permet aussi de faire des visites virtuelles. Oui. Et ils peuvent visiter le Louvre sans venir jusqu'à Paris. Alors ça rejoint la thématique ruralité et grande ville. C'est-à-dire que c'est vrai que ça rend la culture accessible aussi. Ça rend la culture accessible et il ne faut pas hésiter à s'en servir. C'est pas un gros mot. Il n'y a pas que des jeux, il n'y a pas que des applications. Voilà. On n'est pas là pour caricaturer, c'est un outil d'ouverture au monde quand on l'utilise de la meilleure façon possible. Quand vous entendez les mots cohésion sociale, Jean-Pierre Inclerc, moi j'ai le sentiment que le sport, ça reste un des espaces de brassage générationnel, culturel. Il y a des riches, il y a des pauvres qui peuvent être passionnés de basket et venir voir un match. Ah oui, tout à fait. Après, c'est le rassemblement, c'est les valeurs du sport qui permettent aux gens de se rassembler sur une rencontre, sur des rencontres de jeunes ou des rencontres seniors, de haut niveau, de niveau départemental ou régional. C'est le moment... alors, si on est sur le très haut niveau, on vient au spectacle. Donc, on rejoint un peu la culture, puisqu'aujourd'hui, les sports de salle et tout particulièrement le basket est vraiment décrit comme un spectacle. Et quand on vient voir des matchs de niveau moindre, de championnat de France ou régional, eh bien, c'est le moment de se rencontrer, passer un moment ensemble. Voilà, et de passer un bon moment avec les enfants, en famille. D'ailleurs, beaucoup de personnes viennent en famille voir un match de basket. Et après, c'est de peut-être partager quelque chose entre amis. Donc c'est vraiment de la cohésion sociale. Et quitte à des personnes qui peuvent amener des enfants qui nécessairement n'ont pas la possibilité de venir et qui les accompagnent. Et c'est la vie du club, c'est-à-dire que c'est les valeurs de la vie, c'est le respect. Et aujourd'hui, on se bat beaucoup parce que effectivement, on a quand même une augmentation des incivilités dans les salles aujourd'hui, qu'on n'avait pas d'ailleurs avant le Covid. Ça a été un effet accélérateur. Et aujourd'hui, on se bat beaucoup là-dessus. Mais en tous les cas, beaucoup de gens nous disent, et c'est une fierté pour le basket, qu'ils aiment venir au basket parce qu'ils viennent passer un bon moment. Est-ce que c'est une idée reçue de penser que le basket, c'est d'abord un sport pour urbains? Non, parce que le basket, comme je disais, c'est 3890 clubs. Oui. La force de notre fédération, c'est le maillage territorial. Pratiquement 60% de ces clubs sont dans le monde rural. Et donc, on voit le club dans la plus petite ville, c'est 70 habitants qui est dans les Vosges. Et ils ont un club quand même avec 50 licenciés. Alors, ils ne sont pas tous de la ville, mais dans le village. Mais en tous les cas, dans le monde rural, nos clubs fonctionnent très très bien, oui.
Ouais. On va terminer, il nous reste du temps hein, dans notre débat pour parler des conditions pour maintenir les offres culturelles, les offres sportives dans vos communes. Il y a l'implication des élus, on voit à quel point vous êtes impliqués les uns et les autres. Et puis alors, il y a le financement, j'y reviens, on a parlé de la baisse de dotation. Est-ce que dans les alternatives, vous multipliez les partenariats publics-privés? Est-ce que ça fait partie des pistes que vous mettez déjà en place ou est-ce que vous allez mettre en place, David Lazarus? Pour le sport, ça fonctionne bien. De toute façon, nous devons trouver des nouveaux financements, Oui. des nouveaux accompagnements. Et notre capacité à construire des nouveaux équipements est difficile. Je prends l'exemple des piscines. Pour les piscines, c'est souvent un partenariat public pour le bâtiment, privé pour la gestion. Et on a exactement la même chose dans des sports un peu innovants. À titre d'exemple, dans ma commune, nous avons une société de loisirs avec de l'escalade. Eh bien, moi, je n'ai pas eu à construire de mur d'escalade et je le mets à service. J'en profite pour avoir quelques créneaux pour les habitants et les enfants de Chambly. Ouais. C'est votre cas aussi à Isola? Oui, c'est le cas dans toutes les stations de ski aussi, Oui. puisqu'on a forcément du public et du privé qui sont... Alors, quelle est la part du public dans une station de ski? Alors nous, c'est particulier parce que les investissements de la station sont portés par un syndicat mixte Ok. avec la métropole et le département. Et ensuite, il y a des actionnaires privés pour la gestion, le fonctionnement. Est-ce que vous pourriez maintenir l'offre culturelle et sportive dans votre ville sans une part de financement privé? Alors, je pense que dans le domaine culturel, aujourd'hui, dans les structures classiques, c'est assez compliqué d'avoir des cofinancements privés. Par contre, il y a l'émergence dans les communes maintenant, ce qu'on appelle les tiers-lieux, Oui. qui sont des initiatives souvent privées, où on retrouve une compagnie théâtre qui loue un petit bâtiment désaffecté et dans ces lieux il y a une agrégation de... Oui, il y a plein d'activités différentes en fait. Et il y a plein d'activités différentes, et ce qui veut dire que là, on a des initiatives privées donc, qui fleurissent et du coup qui permettent donc à travers l'ensemble de ces activités d'assumer la gestion d'un lieu. Mais là, on parle vraiment de ces nouveaux lieux et bien entendu, il y a une adaptation qui se fait naturellement, mais sur les structures ou les festivals ou autres, il y a une part de privé qui augmente. Il y a du mécénat, mais je pense que le domaine culturel est encore en retard par rapport au domaine sportif. Et moi, j'ai un exemple sur ma commune où on a un club de partenaires qui s'appelle Sporteil. C'est une trentaine d'entreprises qui alimentent les clubs à travers donc des commissions d'attribution qu'ils font entre eux. Et j'ai essayé de mettre ça en place, moi, dans le domaine culturel, mais pour le moment, j'ai pas de grand retour. Mais je pense qu'on va devoir y arriver par la force des choses, d'avoir un mécénat plus important dans les domaines culturels. Et alors, vous parliez de tiers-lieux, on va terminer là-dessus, il nous reste 2-3 minutes pour parler des lieux, des salles, soit des salles de sport, soit des salles de spectacle, parce que c'est évidemment un enjeu majeur. Je commence avec vous, Jean-Pierre Inclerc, parce que le basket, on peut le jouer, c'est assez facile d'une certaine façon, ou est-ce qu'il y a besoin encore d'infrastructures? Alors il y a besoin d'infrastructures parce que le basket est un sport de salle, est devenu un sport de salle. C'est plus un sport de salle qu'un sport... Oui. Parce que moi je pense aux espaces ouverts où on peut faire parfois du hand, du foot, du basket en même temps. Aujourd'hui dans le basket on a deux disciplines. Il y a le 5-5 traditionnel qui est un sport de salle, qui est devenu un vrai sport de salle. Et puis on a l'arrivée du 3-3 qui là par contre est un sport outdoor, ce que l'on appelle, c'est-à-dire d'extérieur, et qui se joue sur des playgrounds ou sur des terrains de 3-3. Énormément de terrains de 3-3, à peu près 900 ont été construits ces 4 dernières années, en large majorité financés par les collectivités et par le plan 5000 équipements de l'État. Mais les collectivités ont été très motrices sur ce projet-là. Et là, c'est des enfants qui jouent en permanence toute la journée. Il y a eu des projets très importants où on a fait des partenariats privés-publics
par exemple pour designer les terrains, avec l'historique d'un quartier, avec ce que les jeunes pouvaient attendre. Et ça a permis aujourd'hui de faire beaucoup de choses importantes. Ouais, allez, il nous reste 30 secondes, je vais vous donner le dernier mot, David Lazarus. Est-ce qu'on construit encore des salles de sport ou de spectacle? Oui, heureusement. Ouais. Heureusement, parce que sinon, ça serait triste. Ça serait triste C'est lourd dans le budget communal, j'imagine. Ça va nous demander un peu de génie, un peu de génie financier. On sait qu'on a aussi des partenaires. Par exemple, le CNOSF a sorti 10 objectifs pour la pratique du sport. Et dans les partenaires qu'il nous propose, il y a la banque de la Caisse de dépôt qui est ici. Donc voilà, on va devoir trouver des nouveaux partenaires. Mais vraiment, il n'y a rien de pire qu'un pays qui ne construira plus. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. C'est un bon message de fin. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite de récupérer votre voix. Non, merci à vous d'être venus sur notre plateau. Tout de même, voilà, nos émissions continuent sur le stand d'AMF TV.